Je m'appelle Camille Morel. J'ai 27 ans. Et la première fois que mes parents m'ont annoncé que j'avais 2 jours pour quitter la maison que mes grands-parents m'avaient laissée, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré et je ne leur ai pas demandé comment ils pouvaient me faire ça. Je suis restée là, sur le seuil de la cuisine, la main serrée autour d'un bol de café froid, écoutant ma mère parler de cette voix douce, fausse et calme qu'elle utilisait dès qu'elle voulait paraître raisonnable tout en disant quelque chose de cruel. Mon père se tenait à ses côtés comme si la décision avait déjà été tamponnée et classée. Et ma jeune sœur, Chloé, était appuyée contre le plan de travail avec ce petit sourire arrogant que portent les gens qui pensent que la fin de l'histoire leur appartient déjà. Ils ont dit que la maison était une trop lourde charge pour moi. Que j'étais égoïste. Qu'une maison de famille devait revenir à la fille qui était sur le point de se marier et de construire un véritable avenir. Puis vint l'ultimatum. Vendredi. 2 jours. Emballe tes affaires personnelles, laisse les clés et ne rends pas les choses désagréables. Ce qu'il voulait, c'était une dispute. Il voulait des larmes, des supplications, peut-être un dernier argument désespéré qu'il pourrait déformer plus tard pour prouver que j'étais instable et ingrate. Mais je savais déjà quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais ce qui se trouvait dans le coffre-fort mural à l'étage. Je savais pourquoi mon grand-père avait cessé d'avoir l'air inquiet durant les dernières semaines de sa vie. Et je savais que s'ils ouvraient ce coffre en croyant avoir déjà gagné, l'expression sur leur visage vaudrait chaque seconde que j'avais passée à me taire. Alors, j'ai simplement hoché la tête, j'ai dit d'accord, et je suis partie comme une femme qui venait de tout perdre. Derrière moi, j'ai entendu ma sœur rire sous cape. Derrière eux, toute la maison restait immobile comme si elle attendait. Et au moment où ma mère m'appelait sans cesse, la voix tremblante, me suppliant de ne pas faire ça, il était déjà trop tard. Avant que je ne vous dise ce qu'il y avait à l'intérieur de ce coffre et pourquoi ma famille est passée de la célébration à la panique en moins d'une demi-heure, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous écoutez cette histoire car je veux vraiment savoir jusqu'où ce récit voyage. La vérité est qu'au moment où ils m'ont donné ces 2 jours, j'avais déjà passé des années à apprendre exactement qui comptait pour eux et qui ne comptait pas. La maison de mes grands-parents à la pointe des Albatros était le seul endroit où je m'étais jamais sentie choisie au lieu d'être simplement tolérée. Elle était située sur une colline paisible surplombant l'océan Atlantique. Une longère en pierre avec des rebords de fenêtres profonds, de vieux parquets en pin et une terrasse arrière qui captait la dernière lumière dorée chaque soir. Pour les étrangers, cela ressemblait à une propriété côtière de grande valeur. Pour moi, c'était l'endroit où ma grand-mère m'avait appris à faire une tarte aux myrtilles sans verre doseur, et où mon grand-père m'avait appris que le caractère d'une personne se révèle toujours quand personne ne l'oblige à être décente. 3 ans avant sa mort, tout a changé. Ma grand-mère a commencé par oublier de petites choses. Puis elle en a oublié de plus grandes. Elle laissait le thé bouillir sur la cuisinière. Elle mettait le sucre au réfrigérateur. Une fois, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a appelé par le nom de sa sœur. Mon grand-père essayait de maintenir la maison en ordre, mais je voyais la peur en lui bien avant qu'il ne l'admette à voix haute. J'étais alors en master de gestion des établissements de santé, faisant les allers-retours chaque week-end depuis Rennes, puis tous les 2 jours, puis presque tous les jours vers la fin. Je suis devenue celle qui savait quelle pharmacie avait encore ses médicaments en stock. Je suis devenue celle qui remplissait le pilulier, appelait l'infirmière à domicile, payait les factures de chauffage en ligne et restait assise pendant de longues soirées silencieuses alors que la télévision fonctionnait dans une pièce qui ne semblait plus sûre du temps qui passe. Mes parents avaient toujours une excuse. Il y avait un voyage d'affaires. Il y avait un dîner avec un client. Il y avait une réception. Il y avait toujours une urgence dans leur propre vie qui l'emportait d'une manière ou d'une autre sur l'effondrement lent qui se produisait dans cette maison. Ma petite sœur, Chloé, était pire car au moins mes parents savaient qu'ils négligeaient quelque chose. Chloé traitait toute la situation comme un inconvénient qui gâchait l'ambiance. Elle est venue une fois avec des fleurs, a pris 3 photos près des hortensias, en a posté une en ligne avec une légende sur l'importance de chérir la famille, puis est partie avant le dîner parce qu'elle avait des réservations avec des amis à Dinard. Je me souviens d'être restée devant l'évier à faire la vaisselle pendant qu'elle riait sur la terrasse, parlant fort au téléphone de l'odeur déprimante des vieilles maisons. Ma grand-mère dormait dans la pièce d'à côté.
Mon grand-père a entendu chaque mot. Il n'a rien dit sur le moment, mais j'ai vu la façon dont sa mâchoire s'est contractée. Ce regard est revenu souvent au cours de la dernière année de sa vie. Plus j'étais présente, moins ma famille l'était. C'était devenu un schéma trop évident pour être ignoré. Ma mère m'appelait pour demander si certains documents étaient encore dans le bureau. Mon père demandait si les taxes foncières avaient encore augmenté. Chloé traversait les pièces comme si elle planifiait déjà l'emplacement des nouveaux meubles. Personne ne me demandait si je dormais. Personne ne demandait comment je gérais mes examens de fin d'études tout en aidant 2 personnes à décliner devant moi. Personne ne demandait ce qu'il en coûtait d'être celle qui restait. Mon grand-père a tout remarqué. Quand ma grand-mère est morte, il a changé d'une manière qui m'a fait peur. Il est devenu plus silencieux, mais plus lucide, presque plus tranchant. C'était comme si le chagrin avait brûlé le brouillard en lui pour ne laisser que la vérité. 2 semaines après les funérailles, je l'aidais à se coucher quand il m'a serré le poignet et m'a dit très calmement, « Ils pensent que je ne sais pas ce qu'ils attendent. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, même si je le savais déjà. Il a regardé vers le couloir, vers le bureau, vers toute la maison, et a dit, « Ils n'attendent pas que j'aille mieux, Camille. Ils attendent que j'en finisse. » Je n'ai pas répondu car il n'y avait rien que je puisse dire pour rendre cela moins cruel. Il a expiré lentement et a ajouté, « Tu es la seule qui soit jamais venue ici pour nous. Tous les autres sont venus ici pour ce qui vient après nous. » C'est ce soir-là que j'ai compris que l'histoire que ma famille raconterait plus tard ne porterait jamais sur l'amour ou la justice. Elle porterait sur la possession. Je ne savais simplement pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Une semaine après cette conversation, mon grand-père m'a demandé de l'emmener en ville. Il a dit qu'il devait voir un notaire pour des affaires courantes de succession, et il l'a dit d'un ton si décontracté que quelqu'un qui ne le connaissait pas aurait pu le croire. Mais je le connaissais. Je savais quand il prétendait que quelque chose était moins important que ce n'était en réalité. Nous sommes allés dans un office notarial près du port où un notaire local nommé Maître Étienne Roche exerçait depuis plus de 30 ans. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil. Ce n'était pas le genre de notaire dont mon père se vantait de connaître au club de golf. Il était calme, précis et impossible à bousculer. Mon grand-père lui faisait confiance, ce qui me suffisait. Je suis resté dans la salle d'attente au début, mais environ 20 minutes plus tard, Étienne a ouvert la porte et m'a demandé d'entrer. Mon grand-père se tenait plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il y avait un dossier sur le bureau, un seau à proximité et un bloc-notes couvert de la petite écriture soignée d'Étienne. Mon grand-père m'a regardé et a dit, « J'ai besoin que tu écoutes attentivement parce que j'en ai fini de prétendre que tes parents vont faire ce qui est juste d'eux-mêmes. » Ce qu'il m'a dit cet après-midi-là a tout changé. Des années plus tôt, lui et ma grand-mère avaient rédigé un testament laissant la maison et le reste des biens à leur fils et à leur belle-fille, en supposant que la famille se comporterait comme une famille. Cette supposition avait disparu. À la place, Étienne avait préparé une nouvelle structure, un acte notarié irrévocable lié à une fiducie. La maison y serait transférée. Le but n'était pas de me rendre riche. Cela comptait pour lui. Il l'a dit plus d'une fois. Ce n'est pas une récompense, Camille. C'est une protection. L'acte me nommait seul gestionnaire et me donnait le droit de vivre dans la maison et de la préserver. Il rendait également difficile pour quiconque de me faire pression pour vendre, hypothéquer ou donner le bien. Étienne a même expliqué que si quelqu'un tentait plus tard de contester l'arrangement, la structure elle-même rendrait tout sabotage familial impulsif beaucoup plus difficile. Mon grand-père avait réfléchi à cela avec une précision douloureuse. Il avait vu exactement ce qui allait arriver. Je me souviens avoir dit, ils vont me détester pour ça. Et Étienne, sans lever les yeux de la page qu'il organisait, a répondu, ils détesteront la limite, pas la vérité. Les gens qui s'estiment avoir droit à quelque chose appellent toujours cela de la cruauté quand vous refusez de leur donner. Mon grand-père a signé ce jour-là. Le notaire a tamponné les papiers. J'ai signé là où Étienne m'a dit de signer. Quand nous sommes revenus à la maison, mon grand-père était épuisé, mais soulagé d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Au cours du mois suivant, Étienne et moi avons géré discrètement ce qui devait l'être.
Après le décès de mon grand-père, j'ai revu Étienne, finalisé le transfert et enregistré les documents correctement. Mais je ne l'ai pas annoncé. Cette partie était stratégique. Étienne m'a conseillé d'attendre car il pensait que ma famille révélerait ses intentions beaucoup plus clairement s'il pensait que j'étais sans défense. Il avait raison. C'est à ce moment-là que j'ai préparé le coffre. Le coffre-fort mural dans le bureau de l'étage avait toujours fasciné ma famille car il supposait que tout ce qui était ancien et important devait y être enfermé. Alors, je me suis assuré que lorsqu'il l'ouvrirait enfin, il trouverait exactement ce qu'il méritait de trouver. À l'intérieur du coffre, j'ai placé une enveloppe scellée avec l'écriture de mon grand-père sur le devant. J'ai inclus une copie certifiée des documents officiels, une courte lettre d'Étienne confirmant le transfert effectif et une clé USB contenant un enregistrement audio que mon grand-père avait fait durant ces dernières semaines. Au-dessus de tout cela, j'ai placé une seule feuille de papier bien en vue. Elle disait, si vous lisez ceci parce que vous êtes venu chercher quelque chose à prendre, alors vous savez déjà pourquoi vous avez été écarté. Je savais que ma mère ouvrirait l'enveloppe avec les mains tremblantes. Je savais que mon père deviendrait d'abord silencieux, ce qui était toujours sa réaction lorsqu'il réalisait que le contrôle lui échappait. Et je savais que Chloé continuerait à insister sur le fait qu'il devait y avoir une erreur, car les gens comme ma sœur ne croient jamais que les conséquences sont réelles jusqu'à ce qu'elles les frappent en plein visage. Alors, quand ils se sont tenus dans ma cuisine et m'ont dit que vendredi était mon dernier délai, je n'ai pas discuté car le vrai délai n'était pas le mien. C'était le leur. Vendredi était le jour où leur fantasme allait entrer en collision avec des papiers, des signatures et la seule chose que les gens avides ne respectent jamais avant que cela ne les ruine. La preuve. Les 2 jours entre leurs menaces et le vendredi ont été parmi les plus étranges de ma vie car je devais ressembler à une femme se préparant à perdre sa maison tout en me préparant en fait à la garder. J'ai emballé assez de cartons pour rendre la mise en scène crédible. J'en ai étiqueté certains avec des livres, des manteaux d'hiver, des ustensiles de cuisine, même si je n'avais jamais eu l'intention de les déménager. Je les ai transportés dans la chambre d'amis pour que n'importe qui jetant un coup d'œil par la porte pense que j'abandonnais. En même temps, j'ai sauvegardé chaque email, enregistré chaque SMS et envoyé des copies de tout à Étienne. Ma mère a appelé mercredi matin d'une voix mielleuse pour demander si j'avais trouvé un endroit où loger. Elle a dit qu'elle s'inquiétait que je sois seule. Puis, dans le même souffle, elle m'a rappelé de ne pas prendre l'argenterie ancienne parce que c'était un bien de famille. Mon père a appelé plus tard, prétendant être raisonnable. Il a dit que faire traîner les choses ne ferait qu'embarrasser tout le monde. Il utilisait le mot tout le monde comme les hommes de son genre le font toujours, comme si préserver son propre confort était un service public. Chloé m'a envoyé par message une photo d'une cuisine blanche qu'elle aimait et a écrit « Ce serait incroyable une fois que la maison aura l'air plus jeune ». J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière. La maison où ma grand-mère avait perdu la mémoire et mon grand-père avait perdu sa femme n'était, pour ma sœur, qu'une photo avant travaux. Jeudi soir, ma mère a changé de tactique. Elle est venue seule avec un sac de pâtisserie d'une boulangerie que j'aimais à l'époque de mes études et a demandé si nous pouvions s'il vous plaît agir comme des adultes. Elle se tenait sur le pas de la porte dans un manteau de cachemire qui coûtait probablement plus cher que mes frais d'inscription à l'école de commerce et m'a dit que la famille était soumise à beaucoup de stress, que le mariage de Chloé approchait, que mon père s'était tellement sacrifié pour nous. Que peut-être je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé essayer la culpabilité, la nostalgie, la douceur et le martyre. Puis j'ai dit que j'étais fatiguée et j'ai fermé la porte. Le vendredi après-midi, la maison semblait retenir son souffle. Le ciel était bas et froid, ce genre de grisaille bretonne qui donne à l'eau l'aspect du métal. Ils sont arrivés juste avant 17 heures, exactement comme il l'avait dit. Mon père est venu en premier, se comportant comme un homme qui s'attendait à ce que la scène se déroule comme il le souhaitait, car c'était généralement le cas. Ma mère a suivi, jouant déjà la femme offensée par mon silence. Chloé est arrivée la dernière, tout en rouge à lèvres éclatants et en assurance, portant des bottes à talons qu'elle n'aurait probablement pas dû mettre sur le gravier. Elle a regardé autour du hall et a dit « C'est tout ce que tu as emballé ?» N'essayant même pas de cacher l'insulte dans sa voix, je n'ai rien dit. Mon père a demandé la clé du coffre.
Je lui ai dit qu'elle était là où elle avait toujours été, dans le tiroir du haut du bureau. Je voulais être là quand il l'ouvrirait, mais je me suis tenue juste assez en retrait pour donner l'impression que je n'avais plus la force de me battre. C'était important. Je les voulais à l'aise. Je les voulais imprudents. Le bureau sentait légèrement le bois de cèdre et le vieux papier. Mon père s'est dirigé directement vers le coffre. Ma mère se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Chloé s'est penchée par-dessus son épaule de la même manière qu'elle se penchait sur les vitrines des pâtisseries quand elle décidait quel dessert prendre sans le payer elle-même. La porte s'est ouverte avec un clic. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis mon père s'est figé. Ma mère s'est avancée et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Comme si la réponse pouvait encore être quelque chose d'inoffensif. Il a sorti la première feuille de papier. J'ai regardé ses yeux parcourir la phrase. Puis j'ai vu la couleur quitter son visage. Ma mère lui a pris les papiers des mains. Elle a lu plus vite, puis plus lentement, puis encore une fois comme si les mots pouvaient se réorganiser si elle refusait de les accepter la première fois. Chloé a saisi la clé USB et a demandé ce que c'était. Sa voix était devenue grêle. Mon père a déchiré l'enveloppe de mon grand-père et a lu dans un silence complet. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il comprenait. Pas émotionnellement, pas moralement, mais légalement. La pièce a changé. Tout en elle a changé. L'assurance avait disparu. La mise en scène avait disparu. Ma mère s'est tournée vers moi avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Non pas parce qu'elle ne l'avait jamais ressenti, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de me le montrer. La peur. Une peur réelle. Camille, a-t-elle dit, et cette fois il n'y avait aucune douceur. Qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai suivi les instructions. Chloé a commencé à dire qu'il devait y avoir une erreur, que grand-père ne ferait jamais ça à la famille, que c'était de la manipulation, que quelqu'un l'avait trompée. Et pendant qu'elle parlait, mon père continuait à lire, scannant chaque page comme un homme cherchant la seule phrase qui le sauverait. Il n'y en avait aucune. Ils sont partis 10 minutes plus tard sans plus rien prétendre. Ma mère a oublié son sac à main sur la chaise du bureau et a dû revenir le chercher. Mon père ne m'a pas regardé en sortant. Chloé l'a fait. Et si la haine avait une température, la pièce se serait fissurée. Puis les appels téléphoniques ont commencé. Ma mère a appelé 6 fois en 10 minutes, puis 8 fois de plus. Puis elle a laissé un message vocal si essoufflé qu'on aurait dit qu'elle avait couru. Camille, s'il te plaît, n'enregistre rien d'autre. S'il te plaît, rappelle-moi avant de parler au notaire. Nous devons en discuter en famille. Puis un autre message, plus froid cette fois. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Puis un autre, tremblant à nouveau. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai sauvegardé chaque message, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écouté leur panique s'accumuler dans ma boîte de réception, un appel à la fois. Le samedi matin, la guerre s'était déplacée à l'extérieur de la maison et dans la ville, ce qui était exactement là où ma mère aimait toujours se battre. La pointe des Albatros était le genre d'endroit où la caissière de l'épicerie savait qui venait d'être opéré, qui buvait trop et qui avait laissé mourir ses haies. Les nouvelles circulaient vite, mais la sympathie aussi si vous saviez la présenter correctement. Ma mère avait toujours été douée pour ça. Elle pouvait transformer la cruauté en inquiétude si habilement que les gens la remerciaient pour cela. À midi, 2 personnes m'avaient envoyé des SMS me demandant si j'essayais vraiment de tout garder pour moi. Une femme de la paroisse, quelqu'un qui n'avait pas rendu visite à mes grands-parents une seule fois de leur vivant, a écrit que ma mère était dévastée et qu'elle voulait simplement la paix. J'ai failli rire en lisant cela. Ma mère ne voulait pas la paix. Elle voulait l'accès. Elle voulait la maison, l'histoire et le droit de se faire passer pour la victime après avoir essayé de me mettre dehors de chez moi. Étienne m'avait prévenu que cela arriverait. Il m'avait dit que dans les litiges de propriété, les gens ne se battaient pas seulement pour des actifs. Ils se battaient pour le récit. Celui qui paraissait le plus sympathique gagnait souvent de l'influence même quand les papiers étaient solides. Alors, au lieu de répondre émotionnellement, j'ai constitué un dossier.
J'ai sauvegardé chaque message vocal. J'ai imprimé chaque SMS. J'ai exporté chaque email que Chloé m'avait envoyé au cours du dernier mois. L'un d'eux était particulièrement utile car elle avait oublié d'être prudente et m'avait transféré un échange avec un organisateur de mariage lui demandant si la fin de l'été serait un meilleur moment pour organiser un dîner de fiançailles à la maison avant de la mettre en vente au printemps. Suivant. La mettre en vente. C'était là. Pas la préserver. Pas y vivre. Pas honorer la famille. La vendre. Étienne a presque souri quand je lui ai montré cet email, ce qui pour lui était l'équivalent d'un fou rire. Il m'a aussi aidé à rassembler des preuves que je n'aurais jamais pensé avoir besoin pour prouver quelque chose qui aurait dû être évident. Des copies des bons de livraison de la pharmacie que j'avais signés. Des reçus de courses alimentaires, des factures pour les réparations que j'avais organisées, des notes d'agenda, des frais de péage et d'essence pour les longs trajets que je faisais pendant mes études. L'infirmière à domicile a même rédigé une déclaration disant que j'étais le seul membre de la famille qui coordonnait régulièrement les soins pendant le déclin de mes grands-parents. Pendant ce temps, mes parents continuaient à faire des erreurs. Mon père m'a envoyé un message qui disait « Tu as prouvé ce que tu voulais. Signe une gestion partagée et nous pourrons tous sortir de là avec dignité. » Gestion partagée signifiait « Rendez-nous l'arme et faites-nous confiance pour ne pas l'utiliser à nouveau. » Ma mère a essayé une approche plus douce et a écrit qu'un conflit juridique ne ferait que salir la mémoire de grand-mère. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment car les gens comme elle traînent toujours les morts dans des disputes pour lesquelles ils n'ont jamais pris la peine de se déplacer quand ces personnes étaient vivantes. Le plus grand cadeau est arrivé dimanche soir. Chloé, furieuse et imprudente, m'a envoyé par erreur un message destiné à ma mère. Il disait, si elle ne coopère pas, dis à papa de jouer la carte des dettes. Elle pliera si elle pense que tout le monde saura pourquoi nous avons besoin de la vente. Elle l'a supprimé quelques secondes plus tard, mais pas avant que j'en fasse une capture d'écran. La carte des dettes. C'était la première fois que je savais avec certitude que la situation financière de mon père était pire que ce qu'il admettait publiquement. Étienne a creusé un peu plus, légalement et prudemment, et le lundi, il en avait assez pour confirmer ce que nous soupçonnions. L'entreprise de mon père était en difficulté. Une ligne de crédit bancaire s'était resserrée. Les dettes personnelles s'accumulaient. Il n'avait pas voulu la maison parce qu'elle représentait la tradition. Il la voulait parce qu'elle représentait une issue de secours. Une fois que j'ai compris cela, tout s'est mis en place. L'urgence feinte, le délai de 2 jours, la pression. L'insistance soudaine sur le fait que Chloé avait besoin de la maison pour son avenir. Il n'a jamais été question de son avenir. Elle n'était que le joli prétexte qu'ils espéraient utiliser pour donner au vol un air sentimental. La situation est devenue plus laide avant de s'améliorer. Ma mère a déposé une requête civile contestant l'acte notarié. L'argument était prévisible. Ils affirmaient que mon grand-père avait été trop faible pour comprendre ce qu'il signait et que je l'avais manipulé pendant que je m'occupais de lui. C'était dégoûtant, mais pas surprenant. Quand les gens ne peuvent pas battre vos documents, ils attaquent votre caractère. Étienne a déposé notre réponse le jour même et m'a dit de me préparer pour une audience. Il m'a aussi dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Il a dit, la vérité compte au tribunal, Camille, mais le calme compte presque autant. Ils te veulent émotive. Ils veulent que tu paraisses instable. Ne leur prête pas ton visage pour leur récit. Alors, j'ai fait exactement ce qu'il a dit. J'ai arrêté de réagir. J'ai mal dormi, mais je me suis présentée préparée. Je portais un tailleur bleu marine. J'ai organisé notre classeur. J'ai apporté l'enregistrement audio de mon grand-père, la déclaration de l'infirmière, les carnets de soins, les factures de réparation, l'email sur la mise en vente de la maison et la capture d'écran sur les dettes. Au moment où la date de l'audience est arrivée, je n'avais plus peur de perdre la maison. J'avais peur d'entendre avec quelle facilité les gens qui m'avaient élevé pouvaient se tenir en public et mentir sur moi sans ciller. Étienne m'a dit de les laisser faire. Il a dit que parfois, le moyen le plus rapide de détruire un faux récit est de lui donner assez d'espace pour révéler à quel point il sonne faux. Il avait raison là-dessus aussi.
L'audience s'est tenue un jeudi matin dans une salle de tribunal qui sentait légèrement le papier, le café et la cire. Ce n'était pas dramatique comme dans les films. Personne n'a crié au début. Personne n'a frappé sur les tables. Le danger dans cette pièce venait de la façon dont chacun essayait de paraître calme tout en se préparant à s'entre-déchirer avec des mots. Mes parents étaient assis à la table des requérants avec Chloé entre eux, habillés en bleu pâle comme si l'innocence avait une couleur. Ma mère s'est tamponnée les yeux avant même que tout ne commence, ce qui m'a indiqué qu'elle avait l'intention de jouer le chagrin avant que les faits n'aient la chance de parler. Mon père avait l'air tendu, fatigué et furieux sous la surface. La juge était une femme d'une 60aine d'années avec le genre de visage qui me disait qu'elle n'avait aucune patience pour la manipulation déguisée en inquiétude. Cela a aidé. L'avocat de ma famille a commencé par me peindre exactement comme Étienne l'avait prédit. Une jeune femme en deuil, isolée, accablée, émotionnellement compromise par la perte, incapable de gérer de manière responsable une propriété héritée de grande valeur. Il a dit que mes parents n'avaient agi que par souci de préserver l'harmonie familiale et d'éviter une mauvaise gestion financière. L'harmonie familiale. J'ai failli baisser les yeux vers le classeur sur mes genoux juste pour m'empêcher de sourire devant l'absurdité de ces mots après la semaine qu'il m'avait fait passer. Étienne s'est levé quand ce fut son tour et n'a pas perdu une seconde en dramaturgie. Il a commencé par les dates. Il commençait toujours par les dates. Il a guidé le tribunal à travers la formation de l'acte, son exécution, sa légalisation par notaire. Puis il a exposé l'historique des soins de mes grands-parents et qui avaient été réellement présents pendant ces années. Il a présenté la déclaration de l'infirmière. Il a soumis les registres de dépenses. Il a montré les copies de mes frais de déplacement et les factures à mon nom pour l'entretien et les nécessités de la maison. Il n'a pas dit que je les aimais plus. Il a fait quelque chose de mieux. Il a montré que j'avais fait plus. Puis il a demandé que l'enregistrement audio soit admis. L'avocat de ma mère s'y est opposé. La juge a écouté les arguments, a regardé la transcription qu'Étienne avait préparée et l'a admis pour une considération limitée. Quand la voix de mon grand-père a résonné dans les haut-parleurs de la salle d'audience, ténue mais indiscutablement claire, quelque chose en moi s'est stabilisé. Il a dit qu'il n'était pas confus. Il a dit qu'il protégeait la maison des gens qui ne la voyaient que comme de l'argent. Il a dit qu'il choisissait la petite fille qui avait été là. Ma mère regardait droit devant elle. Chloé a arrêté de faire semblant de prendre des notes. Mon père a bougé une fois, puis est resté complètement immobile. Si l'audience s'était arrêtée là, je pense que nous aurions déjà gagné. Mais Étienne n'avait pas fini. Il a introduit l'email de Chloé sur l'organisation d'un dîner de fiançailles avant de mettre la propriété en vente. Son avocat a essayé de dire qu'il s'agissait d'une simple réflexion informelle. Étienne a répliqué avec le SMS où elle se plaignait que je retardais le calendrier des rénovations. Puis vint le message sur la carte des dettes. Étienne n'a pas tout révélé d'un coup. Il a superposé les preuves. C'était là sa brillance. D'abord l'avidité, puis la planification, puis le mobile. Enfin, il en est venu aux finances de mon père. Il n'avait pas besoin d'exposer chaque détail privé. Il avait seulement besoin d'en montrer assez pour expliquer pourquoi une telle urgence existait. Il y avait des dettes. Il y avait de la pression. Il y avait une raison pour laquelle la famille voulait un contrôle rapide sur un actif de grande valeur. L'avocat de mon père s'est à nouveau opposé, mais la juge a autorisé une ligne de questionnement restreinte sur le mobile. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Étienne a demandé à mon père s'il m'avait dit à plusieurs reprises que la famille devrait gérer cela en privé pour éviter l'embarras. Mon père a dit oui. Étienne a demandé s'il avait proposé une gestion partagée après avoir appris l'existence de l'acte notarié. Mon père a encore dit oui. Étienne a demandé si la famille m'avait donné 2 jours pour quitter les lieux avant toute décision de justice. Mon père a hésité, puis a dit qu'ils avaient proposé un plan de transition. La juge a levé les yeux en entendant cette formulation. Même elle pouvait percevoir la manipulation. Puis Étienne a posé la question qui a finalement fait tomber le masque. Il a demandé, « Monsieur Morel, étiez-vous sous pression financière au moment où vous avez tenté de forcer l'accès à la maison ?»
Mon père a essayé d'esquiver. Il a dit, chaque famille a ses pressions. Étienne a demandé à nouveau, plus spécifiquement, cherchiez-vous ou non à obtenir le contrôle immédiat de la propriété parce que vous pensiez qu'une vente ou un refinancement pourrait soulager ces pressions? Mon père a regardé la juge, a regardé son propre avocat, puis m'a regardé. Pendant une seconde, j'ai vu le vieil instinct en lui, celui qui choisissait toujours la domination plutôt que la prudence. Et puis il a prononcé la phrase qui les a achevés. Il a dit, nous avions seulement besoin qu'elle cesse d'être égoïste assez longtemps pour signer afin que la famille puisse stabiliser les choses. La salle d'audience est devenue silencieuse de cette façon totale que les pièces ont quand quelqu'un vient d'en admettre trop pour pouvoir un jour le retirer. Il avait transformé l'inquiétude en stratégie et la famille en levier en une seule phrase. La juge lui a demandé de clarifier. Il a essayé de revenir en arrière. Il a dit qu'il voulait dire que tout le monde en bénéficierait. Mais le mal était fait. La requête ne portait plus sur ma protection contre une mauvaise gestion. Elle portait sur la pression exercée pour que je cède le contrôle. Quand la juge a rendu son verdict, elle a été précise et froide. Elle a confirmé la validité de l'acte et de la fiducie. Elle a rejeté la contestation dans sa totalité. Elle m'a reconnue comme la seule gestionnaire légale. Elle n'a trouvé aucune preuve crédible d'influence indue et a noté que le dossier documentaire prouvait massivement que j'avais été la principale soignante et gardienne de la propriété. Puis elle s'est adressée à la conduite de ma famille. Elle a critiqué la tentative de me forcer à quitter les lieux avant toute résolution légale. Elle les a condamnés à payer une partie substantielle de mes frais de justice. Elle a également rendu une ordonnance civile leur interdisant de pénétrer sur la propriété ou de me contacter en dehors des voies légales pendant 2 ans, à moins que je n'y consente expressément par écrit. Ma mère a pleuré pour de vrai cette fois. Pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Chloé avait l'air d'avoir reçu un coup qui lui coupait le souffle. Plus tard, j'ai appris que la famille de son fiancé avait reporté leur contribution financière au mariage après avoir réalisé que la maison qu'elle avait laissé entendre devenir une partie de leur avenir ne lui appartiendrait jamais. Le mariage n'a pas été annulé, mais le fantasme l'a été. Mon père est sorti du tribunal paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Dans une ville comme la nôtre, les gens n'ont pas besoin d'un scandale formel pour savoir ce qui s'est passé. Ils ont seulement besoin d'assez de vérité pour commencer à relier les points. En 2 semaines, il a discrètement démissionné d'un conseil d'administration local qu'il avait toujours utilisé pour soigner sa réputation. Personne n'a annoncé pourquoi. Personne n'en avait besoin. Ma mère a appelé une fois de plus d'un numéro inconnu ce soir-là et a laissé un message vocal auquel je n'ai jamais répondu. Elle a dit que j'avais humilié la famille. Je l'ai écouté en me tenant dans ma cuisine et j'ai pensé, non. Vous avez fait cela vous-même dès l'instant où vous avez essayé de me jeter d'une maison que j'avais passé des années à protéger pendant que vous étiez trop occupé à planifier ce que vous pourriez faire avec une fois que les vieux seraient partis. Je suis retournée à la pointe des Albatros le soir même de la fin de l'audience. Le trajet a semblé plus court que d'habitude. Peut-être parce que pour la première fois depuis des semaines, je ne conduisais pas vers une menace. Je rentrais chez moi. La maison paraissait exactement la même depuis la route, ce que j'ai aimé plus que je ne peux l'expliquer. Les mêmes murs de pierre, la même rampe de terrasse patinée, le même bosquet d'arbres se courbant légèrement sous le vent marin. Rien en elle n'annonçait une victoire. Elle était simplement toujours là, ce qui suffisait. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entrée dans le silence qui m'avait soutenu plus de fois que je ne pourrais en compter. Je suis restée dans le hall 1 minute sans enlever mon manteau. Puis je suis allée à la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche et j'ai pris le vieux mug en céramique que mon grand-père utilisait chaque matin. Il avait un petit éclat près de l'anse et un liseré bleu délavé. J'ai emporté mon thé sur la terrasse arrière et je me suis assise là où la lumière frappait les planches en fin d'après-midi. De là, je pouvais voir l'océan et le bord du jardin que ma grand-mère aimait même après avoir cessé de se souvenir du nom de la moitié des fleurs. Je pensais que je me sentirais triomphante d'une manière bruyante et éclatante. Ce ne fut pas le cas. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de propre, de clair, comme si la pression dans ma poitrine avait été relâchée un tour précis à la fois.
Je n'ai pas sauvé la maison parce que j'étais plus forte que tout le monde ou plus intelligente que tout le monde ou plus froide que tout le monde. Je l'ai sauvée parce que je suis restée quand rester était difficile. C'était toute la vérité. Je suis restée quand les nouvelles des médecins devenaient répétitives et tristes. Je suis restée quand les factures devaient être payées, que les courses devaient être portées et que les nuits semblaient trop longues. Je suis restée quand il n'y avait rien de prestigieux à cela, rien de rentable, et aucun public pour m'applaudir. Et au final, cela comptait plus que le charme, plus que le sentiment d'avoir des droits, plus que le sang. C'est la leçon à laquelle je reviens sans cesse. Le sang peut créer des liens de parenté, mais il ne rend pas automatiquement les gens aimants, sûrs ou dignes de confiance. La vraie famille ne se définit pas par ceux qui exigent l'accès quand quelque chose prend de la valeur. La vraie famille se définit par ceux qui restent présents quand la vie devient difficile, peu pratique et loin des réseaux sociaux. Il y a autre chose que cette histoire m'a appris, et je pense que c'est important pour quiconque écoute et a déjà été manipulé par le mot famille. L'amour sans limite peut être exploité. La gentillesse sans preuve peut être réécrite. Et la loyauté sans respect de soi peut se transformer en cage. Se protéger ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Garder des traces ne fait pas de vous quelqu'un de calculateur. Refuser de céder ce que vous avez construit, préserver ou soigner ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Parfois, la chose la plus responsable qu'une personne puisse faire est de mettre la compassion et l'épreuve dans la même main. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de la sagesse. J'ai regardé l'horizon sur l'eau, j'ai pris une lente gorgée de thé et j'ai pensé à quel point j'avais voulu que mes parents deviennent les personnes que j'espérais qu'ils soient sous tout ce contrôle et ce besoin de paraître. Mais la paix est venue quand j'ai cessé d'attendre cette version 2 et que j'ai commencé à croire la version qu'ils m'avaient déjà montrée. La maison était calme. Les planches de la terrasse craquaient doucement sous ma chaise. Quelque part près de l'eau, un goéland a crié une fois puis tout s'est apaisé à nouveau. J'avais toujours 27 ans. J'étais toujours seule sur cette terrasse. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, se sentir seule ne ressemblait pas à un abandon. Cela ressemblait à la liberté. Cette histoire met en lumière la complexité des héritages familiaux et la manière dont les épreuves de la vie révèlent la véritable nature des individus. En France, comme ailleurs, la question du patrimoine est souvent un miroir déformant qui transforme les relations affectives en rapports de force financiers. Camille a su transformer sa vulnérabilité en une force tranquille en s'appuyant sur la réalité de son engagement quotidien auprès de ses grands-parents. Son récit nous rappelle que la légitimité ne découle pas seulement d'un acte de naissance, mais des actes de présence et de soins prodigués au fil des années. La manipulation émotionnelle, souvent drapée dans le concept de solidarité familiale, est un piège dans lequel beaucoup tombent par culpabilité. Ici, la prévoyance du grand-père et la rigueur de Camille ont permis de briser ce cycle. C'est une réflexion profonde sur ce que signifie réellement protéger un héritage. Il ne s'agit pas de conserver des pierres, mais de respecter l'intention et l'amour qui les ont habitées. Et vous, avez-vous déjà été confronté à une situation où un membre de votre famille a révélé son vrai visage lors d'un conflit lié à l'argent ou à un héritage ?